Bonjour, tout d'abord je souhaiterais remercier les organisateurs et en particulier le réseau Amylose Mont-d'Or et le centre de référence Amylose AL de m'avoir invité pour parler de l'atteinte rénale dans l'amylose. Comme on l'a vu déjà ce matin, vous avez remarqué qu'en fonction du type de protéine amyloïdogène, le tropisme tissulaire peut être différent. Les protéines particulièrement toxiques pour le rein sont la protéine SAA, la protéine de chaîne légère ou chaîne lourde d'immunoglobuline, la chaîne A-alpha du fibrinogène, lysozyme, ApoA1, ApoA2 et LECT2, que je vais vous développer plus tard. Il n'y a par contre pas d'atteinte rénale dans les amyloses à bêta-2 microglobuline, ni dans la transthyrétine sénile. On n'en retrouve pas non plus dans les amyloses localisées. La néphropathie amyloïde, son incidence est évaluée à peu près à 2,1 cas par million d'habitants et par an, dans le travail de Laura Dember, et avec une représentation importante de l'amylose AL, puisque un petit peu moins de 2/3 des néphropathies amyloïdes sont de type AL, un petit peu moins d'un tiers sont de type AA, et le reste, les quelques pourcentages, sont représentés par les amyloses héréditaires et les étiologies indéterminées. Donc un tableau pour vous remettre brièvement ce que je viens de vous dire à l'oral. Donc AL, ça atteint le rein de façon très importante et ça peut toucher tous les organes sauf le cerveau. AH, c'est exceptionnel avec une atteinte rénale prédominante. AA, c'est une atteinte rénale initiale prédominante. Et les atteintes de l'hémodialysée chronique type bêta-2 microglobuline ne donnent pas d'atteinte rénale. Dans les amyloses systémiques héréditaires, donc la chaîne A-alpha du fibrinogène va donner une atteinte plutôt glomérulaire. L'ApoA1 va donner, on verra tout à l'heure, soit une atteinte glomérulaire, soit tubulo-interstitielle, et soit une atteinte du rein, soit une atteinte plutôt cœur-larynx. L'ApoA2 est plus spécifique du rein. Lysozyme, il y a une atteinte rénale quasi constante, mais il peut s'associer des atteintes d'organes intra-abdominales. Il n'y a par contre pas ou peu d'atteintes dans la gelzoline et la transthyrétine. En fait, c'est quand les amyloses sont très évoluées qu'on retrouve une atteinte rénale dans ces amyloses, mais ce n'est pas du tout par le rein qu'on va faire le diagnostic. Et on ne retrouve pas d'atteinte rénale dans la cystatine. J'ai mis un part l'amylose à LECT2 puisqu'elle n'est pas vraiment héréditaire, puisqu'il n'y a pas de mutation décrite, mais juste un variant. Et c'est une atteinte rénale quasi constante et il peut y avoir aussi une atteinte de la rate et des surrénales. La présentation rénale sur le plan clinique, la néphropathie amyloïde se présente la plupart du temps par une protéinurie qui est quasi constante, constituée d'albumine, et l'électrophorèse de la protéinurie est de type glomérulaire. Il peut y avoir un syndrome néphrotique et s'il est présent, le syndrome œdémateux peut être très sévère, résistant aux thérapeutiques usuelles diurétiques. L'hypertension artérielle, c'est une forme rare et on le voit plutôt quand l'atteinte elle est vasculaire prédominante, voire exclusive. Il peut aussi exister des formes d'insuffisance rénale chronique nue qui signent une atteinte tubulo-interstitielle et dans ces formes-là, la progression vers l'insuffisance rénale est plutôt plus lente. Exceptionnellement, il a été décrit, et plutôt dans l'amylose AL, des formes de diabète insipide néphrogénique lorsque les dépôts amyloïdes se forment autour des tubes collecteurs ou un syndrome de Fanconi lorsqu'ils sont autour des cellules tubulaires proximales. Le diagnostic de la néphropathie amyloïde, on n'y coupe pas, il est histologique et ça va être la biopsie rénale avec un rendement qui est quand même plus que satisfaisant puisqu'il y a 95%. Ça va permettre le diagnostic par la microscopie optique. Je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler que c'est un rouge Congo positif biréfringent en lumière polarisée. Mais même en l'absence de dépôt positif en microscopie optique, si vous avez la technique électronique et que vous retrouvez des fibrilles de 8 à 10 nanomètres de diamètre qui sont orientées en tous sens, vous pouvez poser le diagnostic d'amylose si vous n'êtes pas tombé au bon endroit sur la microscopie optique. Donc ça, ce sont les techniques de diagnostic de l'amylose et il faut ensuite faire un typage de l'amylose. Les techniques de routine utilisent l'immunohistochimie ou l'immunofluorescence de préférence qui a un rendement qui est meilleur. Si ces techniques sont prises en défaut, il faut réaliser l'immunoélectronique, on réalise classiquement chez nous, et sinon on a recours à l'étude génétique auprès de Sophie Valex ou à la protéomique couplée à la spectrométrie de masse avec Magali Colomba. Je vais tout d'abord vous présenter la néphropathie amyloïde AL puisque c'est la plus fréquente. Vous savez que la protéine amyloïdogène, c'est une chaîne légère, le plus souvent lambda, avec une surreprésentation V lambda 6 dont vous a parlé Christophe Sirac tout à l'heure. L'incidence semble être un petit peu plus importante que ce qu'on pensait avant et Pinet, dans le British Journal of Hematology, disait qu'elle était peut-être de 0,8 pour 100 000 patients. Sur le plan néphrologique, la plupart du temps, la néphropathie amyloïde AL se présente par une atteinte glomérulaire. La protéinurie, elle est fréquente, elle est constituée majoritairement d'albumine. Il peut y avoir la chaîne légère, la protéinurie qu'on appelle de Ben-Jones, mais elle est minoritaire par rapport à l'albumine. Il peut aussi exister un syndrome néphrotique et environ 50% des patients se présentent avec une insuffisance rénale chronique.
L'hématurie est rare parce que ça n'est pas une forme inflammatoire, et l'hypertension artérielle est rare aussi, peut-être parce qu'il existe des atteintes associées, type cardiaque ou neuropathie dysautonomique, qui font que les patients ne peuvent pas être hypertendus. Parfois, malgré tout, ça peut être un tableau un peu différent de néphropathie interstitielle, avec une insuffisance rénale chronique qui va être lentement progressive. Sur l'histologie, c'est concordant avec la clinique et il va y avoir des dépôts glomérulaires prédominants. D'abord, les dépôts sont mésangiaux initiaux, puis ils continuent sur la paroi des capillaires glomérulaires et ils peuvent s'associer ou non à une atteinte interstitielle ou vasculaire. Toutes les atteintes extrarénales sont possibles en dehors du système nerveux central et le traitement de l'amylose AL, c'est la chimiothérapie adaptée au stade Mayo. Et le pronostic rénal, il a bien été montré à plusieurs reprises qu'il est dépendant de la réponse hématologique. Donc sur le plan histologique, vous voyez ici donc ça, c'est un glomérule en microscopie optique avec une coloration rouge Congo. Ici, vous voyez les dépôts mésangiaux colorés par le rouge Congo et péricapillaire glomérulaire avec la biréfringence et le dichroïsme jaune-vert en lumière polarisée. Ici, c'est l'immunofluorescence pour typer l'amylose. Vous voyez que les dépôts sont marqués par le conjugué anti-lambda, alors qu'avec le conjugué anti-kappa, il y a juste une lumière de fond. En microscopie électronique, là, ce sont les fibrilles dont je vous parlais qui sont organisées en tous sens avec un diamètre de 8 à 10 nanomètres. Pour le typage en immunoélectronique, donc les fibrilles sont marquées par le conjugué anti-lambda et révélées par une bille d'or. Et vous voyez toutes les petites billes là, alors qu'avec l'anti-kappa, il n'y a quasiment rien. En ce qui concerne l'amylose AA, vous savez que M. Gratteau tout à l'heure vous a déjà rappelé la production hépatocytaire de l'amylose AA et l'étiologie. Donc la plupart du temps maintenant une maladie inflammatoire chronique et plus une maladie infectieuse chronique, avec une diminution quand même de la fréquence de l'amylose AA au cours des années depuis les années récentes dans les pays occidentaux. L'amylose AA se caractérise par une atteinte rénale qui est quasi constante, puisque 97% des patients au diagnostic ont une créatinémie à plus de 133 micromoles par litre et ou une protéinurie à plus de 0,5 g par jour. Le syndrome néphrotique, il est présent dans 2/3 des cas, et là, il est associé à une hypertension artérielle. Donc l'histologie de même, elle est concordante, et donc dans 80% des cas, on va retrouver une localisation glomérulaire. Parfois, il va y avoir une atteinte tubulo-interstitielle, et donc ce sont les formes qui vont progresser moins vite. Enfin, de façon c'est plutôt vu dans l'amylose AA, il peut exister une réaction inflammatoire autour des dépôts qui peut aller jusqu'à une glomérulonéphrite extracapillaire qui reste exceptionnelle. Il peut y avoir des atteintes extra-rénales, notamment la rate est souvent atteinte, et le traitement, ça va être le traitement de la pathologie causale, comme l'avait dit Hélène Lachmann dans son papier de 2007, avec un objectif de SAA à moins de 10 et peut-être maintenant même moins de 7 pour qu'il n'y ait pas d'évolution et pas de nouveaux dépôts d'amylose AA. Le pronostic, il est fortement corrélé au taux de SAA et au niveau d'insuffisance rénale au diagnostic. Il a été proposé la transplantation rénale dans l'équipe de Pinet, là, il a été rapporté en Angleterre dans Amgene Transplant que les patients qui sont arrivés en insuffisance rénale terminale, 33% ont été proposés à la greffe, avec une survie greffon qui est quand même assez satisfaisante, puisque à 5 ans, elle est à 86%, à 10 ans, à point bonne, à 59%, avec pas mal de complications infectieuses. Donc sur le plan histologique, soit vous avez en haut l'atteinte glomérulaire isolée, vous voyez ici les dépôts glomérulaires de substances amorphes, ou alors une atteinte vasculaire prédominante et les dépôts en rouge Congo sont présents autour des vaisseaux. Ici, donc, c'est extrait de Vérine dans Human Pathology de 2007, la réaction inflammatoire où vous voyez une cellule multinucléée géante qui entoure les dépôts amyloïdes. De même ici, un afflux de polynucléaires neutrophiles dans les capillaires glomérulaires, et ça peut aller parfois exceptionnellement jusqu'à la glomérulonéphrite extracapillaire avec des croissants, à ne pas confondre avec nos vascularites. J'en ai fini pour les amyloses systémiques acquises. On va maintenant parler des amyloses systémiques héréditaires, et de la forme la plus fréquente en Angleterre, c'est la chaîne A-alpha du fibrinogène. Cette protéine, elle est produite exclusivement par le foie. L'âge moyen du diagnostic, c'est 58 ans. Et la manifestation rénale, c'est une protéinurie constante.
C'est une forme d'amylose où l'évolution rénale est rapidement péjorative, puisqu'on estime que le débit de filtration glomérulaire il diminue de 11 millilitres minute par an, ce qui avait été montré dans l'étude de Julian Gilmore dans JASN en 2009. En histologie rénale, on va avoir une atteinte glomérulaire prédominante. C'est une atteinte majeure avec un élargissement du mésangiome. Il y a une obstruction des capillaires glomérulaires et en fait, à la fin, ça détruit, ça fait presque comme un glomérule en pain à cacheter, alors que le tissu interstitiel et le vasculaire n'est pas du tout atteint. Les atteintes extrarénales sont souvent peu symptomatiques. On les retrouve sur les scintigraphies. Donc, vous voyez en microscopie optique, je vous prie de m'excuser. Ici, les glomérules qui sont complètement envahis par les dépôts amyloïdes, alors que le tissu interstitiel et les vaisseaux, il n'y a aucun dépôt. Vous voyez bien en lumière polarisée et en biréfringence qu'il n'y a que les glomérules qui sont atteints. Il n'y a pas de traitement médical spécifique pour l'instant, et donc ça va être la transplantation. Donc, il a été étudié soit la transplantation rénale, soit la double greffe, où l'avantage c'est qu'on arrête la production de chaînes légères amyloïdogènes. Mais la survie greffon à 5 ans est de 85 versus 30% en transplantation rénale, contre 63 versus 31% en transplantation hépatorénale dans la dernière série de Paini. Donc il faut vraiment bien sélectionner les patients candidats à une double greffe parce qu'il y a une mortalité périopératoire qui est importante. Un mot sur l'amylose du lysozyme. Le lysozyme, c'est une enzyme bactériolytique qui est ubiquitaire, dont la fonction physiologique n'est pas connue. Les cas rapportés, le début est assez précoce, aux alentours de 30 à 40 ans, et on retrouve une histoire familiale de façon constante. L'atteinte rénale, de même, elle est constante. C'est une évolution lentement progressive. Il y a une protéinurie, une insuffisance rénale, voire un syndrome néphrotique, mais c'est une amylose qui évolue bien plus lentement que l'amylose à chaîne A-alpha du fibrinogène. Il existe une atteinte glomérulaire, mais là, par contre, il existe aussi associé une atteinte vasculaire. Ce qui est caractéristique dans l'amylose du lysozyme, c'est qu'en fonction du type de mutation, il va y avoir des atteintes différentes et il peut s'associer aux atteintes rénales des localisations intra-abdominales qui peuvent gréver leur pronostic par leurs complications de type perforation digestive ou hémorragie, rupture ganglionnaire. Sur le plan néphrologique, le traitement, c'est la transplantation avec une évolution satisfaisante puisque c'est une maladie lentement progressive et les dépôts, certes, se reconstituent, mais de façon assez lente. Voilà ici, en microscopie optique, les dépôts qui sont vasculaires et aussi glomérulaires au niveau du pôle vasculaire. On ne les voit pas très bien là en biréfringence ici, là, là, et vous en avez en intraglomérulaire. L'amylose de l'apolipoprotéine A1, vous savez que l'APO1 c'est un constituant majeur des lipoprotéines de haute densité de synthèse. Et la synthèse, elle est non seulement hépatique mais aussi intestinale avec un catabolisme qui est hépatique et rénal. La transmission, elle est autosomique dominante et c'est la première amylose sans atteinte neurologique, donc sans neuropathie amyloïde, qui a été décrite en 1969. Les manifestations rénales sont souvent prédominantes et elles sont fonction du type de mutation. Initialement, les premières amyloses qui avaient été décrites en Italie, il y avait une atteinte tubulo-interstitielle isolée et l'atteinte qu'on avait décrite à l'aide de Sophie Valex mettait en évidence une atteinte glomérulaire exclusive avec hypertension artérielle, protéinurie et syndrome néphrotique. Quand l'atteinte est tubulo-interstitielle isolée, l'insuffisance rénale elle est relativement lentement progressive. Dans les amyloses à ApoA1, la génétique est très importante puisqu'on sait que si la mutation se fait sur la partie N-terminale, ce sont le rein et le foie qui vont être atteints, alors que si elle se fait dans la portion C-terminale, il va y avoir une cardiomyopathie associée à une atteinte du larynx et de la peau, et dans ces cas-là, il n'y a pas de néphropathie amyloïde. Il y a une famille espagnole qui a été aussi décrite avec une atteinte hépatique sévère sans atteinte rénale ni cardiomyopathie. Le traitement, il n'y a toujours pas de traitement spécifique, puisque là, en plus, la transplantation hépatique ne permet pas la régression complète des dépôts. Il y a une autre synthèse intestinale, mais ça reste les transplantations rénales, plus ou moins hépatiques, plus ou moins cardiaques en fonction des atteintes, avec une survie greffon à 5 et 10 ans, qui sont aux alentours de 100 et 77%, toujours dans la même série publiée en 2013 par l'équipe de Paini. Donc, au niveau de l'amylose de l'ApoA1, ici, les dépôts sont glomérulaires isolés.
exclusif rouge Congo. Et là, vous voyez une immunomicroscopie électronique avec un marquage en immunogold avec l'anticorps anti-APOA1. L'amylose à apolipoprotéine A2, là l'atteinte c'est une néphropathie glomérulaire chronique, l'atteinte rénale elle est franchement prédominante avec une hypertension artérielle, une protéinurie, un syndrome œdémateux et l'insuffisance rénale qui vient progressivement. Elle a été décrite peu de temps après l'amylose à ApoA2. Les atteintes extra-rénales sont vraiment peu fréquentes. L'atteinte glomérulaire elle est constante, mais il peut s'associer quand même des atteintes vasculaires dans cette amylose à ApoA2. Pareil, le traitement, ça va être la transplantation avec une évolution, comme la production et enfin, la dégradation par les dépôts amyloïdes est lente, on peut proposer la transplantation. Ici, on ne voit pas très bien qu'il y a une atteinte glomérulaire qui est quand même abondante, hein, vous voyez les dépôts, et puis aussi une atteinte vasculaire. Enfin, la dernière néphropathie amyloïde arrivée est décrite en 2008 par Benson, c'est l'amylose à LECT2, qui est un facteur de croissance produit par le foie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de mutation décrite du gène qui code pour LECT2, mais les patients sont homozygotes pour un allèle. L'âge de présentation, c'est environ 68 ans, et la manifestation rénale, elle est souvent au premier plan, avec une insuffisance rénale lentement progressive. Ce qu'elle a de caractéristique, c'est qu'elle touche tous les compartiments du rein. Ça touche le glomérule, le tubule, les vaisseaux. Il y a aussi des atteintes extra-rénales. En ce qui concerne le traitement, le pronostic, l'évolution, on ne s'est pas encore bien connu puisque la description est relativement récente. Donc ici, extrait de l'Arsène, les photos de l'amylose à LECT2. Avec l'atteinte glomérulaire en microscopie optique, qu'on revoit là, et sur les coupes à moins fort grossissement, on voit qu'aussi dans le tissu interstitiel et vasculaire, ici en rouge Congo, il y a des dépôts amyloïdes. Donc en conclusion, l'atteinte rénale, elle est fréquente dans les amyloses systémiques, elle est souvent inaugurale. Elle permet souvent d'entrer dans le diagnostic, de faire le typage. Le fait d'avoir une insuffisance rénale, c'est un facteur pronostique important, puisque l'insuffisance rénale complique la prise en charge des patients. Et il faut absolument caractériser la nature des dépôts pour pouvoir permettre une prise en charge adaptée. Et donc le diagnostic, il repose sur une confrontation multiple, clinique, immunohistologique, moléculaire et génétique. Je vous remercie de votre attention.